Bonjour les amis, bienvenue dans ce numéro 8 du billet de la bourse en stress, en date du 22 juin. Alors, je pense que le programme va être très long, alors ceux qui ne sont pas patients, vous arrêtez tout de suite, parce qu'effectivement il s'est passé certaines choses. Donc, on va voir déjà pour les résidents CE, c'est-à-dire les particuliers, je parle bien des particuliers qui sont résidents donc dans la communauté européenne. Il y a eu l'application dernièrement donc d'une directive européenne concernant certains produits, dont les ETF, donc qui sont cotés, donc les ETF cotés aux États-Unis. Alors, comme à l'accoutumée, on va reprendre un petit peu où est-ce que nous en sommes le 22 juin, parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses depuis 15 jours. On va visualiser donc le marché US, regarder donc les volumes, que nous dit la roue sectorielle, et retour sur les secteurs ou sous-secteurs que nous avions vus donc déjà il y a 15 jours, donc le 8 juin 2018. Et puis, s'il y en a, donc des secteurs ou des sous-secteurs à suivre. Alors, concernant donc les résidents, c'est donc les particuliers, je ne parle pas des professionnels. Concernant les particuliers, donc maintenant, il est pratiquement impossible. Alors jusqu'à quand, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information. Donc, pour ceux qui ont voulu, par exemple, acheter des ETF, des ETF américains, type, je sais pas, XLF, XLK, etc. Donc, depuis à peu près 4 jours, on va dire, allez, depuis le début de la semaine, il est impossible de pouvoir acheter directement donc des ETF américains. Alors, pour ceux qui ont essayé, là je vous ai mis un exemple, voilà, donc avec un compte d'un particulier, donc qui est basé en France, voilà, donc c'est valable pour la Belgique, l'Espagne, etc. Donc c'est une directive européenne. Et au moment où vous souhaitez donc passer l'ordre, il apparaît ce message en bon anglais, voilà, et qui vous dit simplement comme quoi vous n'avez pas la permission de le faire. Bon. Alors, il y a ici un lien, donc qui vous explique le pourquoi. Donc, il y a un document qui s'appelle le KID, qui donc doit être fourni par tous les émetteurs, donc les émetteurs d'ETF, de telle sorte de pouvoir informer le consommateur européen des performances, des risques, du contenu, etc., etc. Donc, de la capitalisation, des volumes, enfin, je vous en passe et des meilleurs. Bon. Alors par contre, bon, j'ai investigué parce qu'effectivement j'ai reçu quelques mails à ce propos. Donc j'ai regardé moi, bon, j'utilise Interactive Broker comme broker sans jeu de mots, et donc j'ai eu la confirmation comme quoi, alors ceci est amusant, c'est qu'un particulier résident, donc par exemple en France, ne peut pas acheter directement un ETF américain, mais par contre il peut traiter des options, c'est-à-dire soit en achat, soit à la vente, ça pose aucun problème, et en plus il peut récupérer, donc, par exemple, ce qu'il exerce. Vous achetez un call, par exemple, sur un ETF américain, paf, et puis vous exercez donc votre droit, ok, et vous récupérez directement les sous-jacents. Voilà, donc c'est assez amusant. Alors la raison, c'est qu'effectivement, donné par mon broker, c'est qu'effectivement les options donc répertoriées aux États-Unis, tous les émetteurs ont fourni les documents nécessaires pour la bonne connaissance et la mise en garde des produits, etc. Et que les options, eux, effectivement, ont bien un KID, un KID. Bon, c'est assez amusant, voilà. Donc, pour ceux qui font les options, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même récupérer le sous-jacent. Voilà, c'est amusant, mais c'est ainsi. Bon, alors effectivement, peut-être avec le temps, les ETF américains on fournit toute la on aura toute la documentation nécessaire pour avertir et informer le consommateur européen. Bon, pour l'instant, je n'ai pas l'information. Si je l'ai, bien entendu, je vous la communiquerai. Alors, où est-ce que nous en sommes donc le 22 juin? Alors, je vais reprendre ce que je n'avais pas fait donc il y a 15 jours, parce qu'il est en train de se passer des choses. Alors, c'est pas pour jouer l'alarmiste, je suis quand même positif. Je vous l'ai dit comme quoi, pour l'instant, on aura un jour peur, mais il n'y a pas de raison fondamentale d'avoir peur aujourd'hui. On aura peur un jour, ça c'est certain. Alors, on va revoir quand même la volatilité. On va avoir donc la comparaison donc des deux ETF que j'utilise, un donc adossé sur la volatilité. On va revenir là-dessus, ok, parce que
il pourrait se passer des choses. Donc, demain est un autre jour. Hein. Je suis pas un conseiller en investissement, je vous l'ai déjà dit. Mais moi, je vous montre simplement ce que je regarde. Alors, ma déduction est purement personnelle. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais je vous montre simplement ce que moi, les cours, me disent. Voilà. Alors, je peux me tromper. Vous savez, j'ai pas la science infuse. Donc également comparer le wood avec l'or et revenir sur donc le SP500 comparé à l'or. Alors là, on va revenir directement comme à l'accoutumée, donc en live. Alors laissez-moi, voilà, tac. Alors, on va revenir sur le VIX. Donc, alors le VIX, donc je vais pas revenir sur ce qu'on a déjà vu, etc. Donc vous voyez, on s'était vu là pour le 8 juin, donc on avait fait donc des nouveaux plus bas sur une certaine période. On revenait certainement de nouveau tester ici une zone de résistance qui était quand même bien soutenue, hein, puisque on voyait comme quoi effectivement chaque fois on tapait, alors de temps en temps on pouvait dépasser, mais c'était quand même une zone de résistance bien affirmée. Et là donc cette zone de résistance sert de support. Bon. Alors on est venu pratiquement taper dessus, voilà, et puis là on commence à rebondir. Il y a eu effectivement ici, donc vous voyez, je vais faire ça, comme ça on voit mieux. Donc le 21, donc jeudi, le jour de la fête de musique, donc on a eu ici une très belle bougie, et on a eu tendance à casser quand même la moyenne mobile ici, donc en noir, qui doit être la 50 jours, oui, c'est la 50 jours, voilà, excusez-moi. Alors, est-ce que c'est alarmant? Est-ce que c'est... Bon, je dirais comme quoi il faut faire attention. Hier, donc, puisque je fais la vidéo le samedi, donc hier, donc à la clôture, donc on a vu comme quoi, effectivement, on a reclôturé sous la SMA 50. Mais, je dirais quand même, il faut se méfier de, comme on dit, de l'eau qui dort. Bon, voilà. Également, on regarde souvent, enfin je regarde souvent, la comparaison de ces deux ETF, de telle sorte de pouvoir comparer la volatilité court terme et moyen terme. La valeur absolue n'a aucune signification, c'est simplement étudier le comportement des deux. Hein, je ne vais pas revenir sur l'explication, j'ai déjà donné, etc. Bon. Alors, est-ce que nous sommes en train de nous retourner? Je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas, c'est les jours prochains qui vont me le dire, mais en tous les cas, donc de nouveau, on a recassé donc la SMA à 10 jours et jeudi, on a fait une tentative de casser donc la moyenne mobile 200 jours, ok, qui elle-même est sous la 50 jours ici. Bon. Alors, il se passe actuellement plein de choses. Alors, bien entendu, vous savez, comme je vous l'ai dit souvent, pour la même information, on peut avoir parfois deux impacts différents. Tout dépend du moment. Ce qui était valable il y a 2 ans ne l'est plus aujourd'hui, et ce qui sera valable dans un mois ou même dans 2 mois, c'est pas comme aujourd'hui. Voilà, les choses changent très très vite. Donc, en termes de comportement, je dirais, bon, je reste quand même très 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 méfiant. Bon. Mais je vous dirais simplement, c'est mon analyse à moi. Hein. Concernant la comparaison du SP500 par rapport à l'indice, donc au secteur des utilities, hein, qui est un secteur, on va dire, pas pépère, mais simplement où des gens commencent à se réfugier quand il y a un certain doute, une peur, enfin bon. Alors, on avait vu comme quoi, il y a 15 jours, effectivement, on avait recassé ici une zone de résistance et que, voilà, les cours nous disaient comme quoi, la non-peur, la confiance était de retour. Bon, et vous voyez comme quoi ça peut changer du jour au lendemain, et là, patatrac, on est revenu vendredi s'appuyer sur la SMA, ici, 50 days. Bon. Alors, est-ce que on va rebondir dessus? Est-ce qu'on va la casser? Je sais pas, c'est les cours qui vont me dire. Mais quoi qu'il en soit, il faut être prudent. Voilà. Il faut être prudent parce que on risque d'avoir peut-être sur les marchés un retracement. Voilà. Alors, pour l'instant, il y a eu, vous voyez bien ce qui se passe, donc la guerre économique, voilà, donc je vous m'étends sur les produits que j'importe, etc., etc. Bon. Il faut faire attention parce que les marchés peuvent changer du tout pour le tout et assez rapidement. Alors, à suivre.
hein, à suivre. Aussi bien, ça va servir de rebond, hein, puisque ici on avait bien rebondi, hein, ici on l'avait cassé. Bon, à voir et je dirais à faire attention. Voilà, c'est pour ça que si vous devez faire des investissements, soyez très très prudent, réduisez en tous les cas votre risque. Pour les vendeurs d'options, méfiez-vous parce que effectivement, si vous vendez des options et que si jamais la volatilité remonte sacrément, eh ben croyez-moi que vous allez vous faire peur et que vous allez sacrément jouer sur la marge de votre compte. Donc méfiez-vous, méfiez-vous. Voilà. Après vous faites, hein, comme je dis, vous faites comme vous voulez. Alors, on le suit toujours, je vous avais donné l'explication, hein, le wood par rapport à l'or, hein, donc on voit ici, voilà, donc bon, et on regarde ça depuis un an. Bon, alors il s'est passé quand même quelque chose parce que j'en avais pas parlé donc le 8, hein, donc ici, parce que si vous voulez, on était quand même dans la bonne tendance, vous voyez, donc la tendance, on venait rebondir sur la SMA 50, ok, mais la SMA 10 jouait son rôle de fil conducteur, vous voyez. Bon, et là, il s'est passé quand même un truc, hein, donc il n'y a pas si longtemps, hein. Et patatarac, donc non seulement on a cassé, bien cassé la 10 jours, mais on a quand même bien cassé également la 50. Donc, soyez prudents. Si vous voulez, j'ai pas la boule de cristal, mais en tous les cas, moi, je suis devenu très 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 prudent. Et que, par exemple, j'avais donné des conseils, enfin des conseils, non, pas des conseils, je vous avais dit grosso modo là où j'étais investi, et ben je peux vous dire comme quoi j'ai éclairci énormément toutes mes lignes. Parce que, bah, c'est pas la peine de me créer un nœud aussi bien au cerveau qu'un nœud à l'estomac, en me disant ouais, je vais tenir ma position. Et ben j'ai pris mes gains, voilà, terminé. Et puis voilà, c'est tout. Et puis demain, c'est un autre jour, tout simplement. Alors, le petit dernier, hein, donc le wood, on vient de le voir par rapport à l'or, et on va voir donc le dernier, le SP500, par rapport à l'ETF adossé sur le gold. Voilà. Bon, alors, si on a une vision quand même donc sur un an, voilà. Bon, vous voyez comme quoi le SP500 a quand même bien performé par rapport à l'or, et puis il y a eu une période de doute, ça on revient donc sur ce qui s'est passé en début d'année, et puis là, voilà, donc à partir du mois d'avril, voilà, la confiance revenant, voilà, l'évolution du SP500 était beaucoup plus rapide, donc le momentum était beaucoup plus conséquent que le momentum de l'or, voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, et là, il est en train de se passer un truc. Alors, je vous dis pas comme quoi, ça y est, voilà, le cours va casser la SMA 10, et puis on va revenir. C'est les jours qui vont me le dire. Mais, je regarde ça avec beaucoup de prudence. Voilà, les marchés peuvent se retourner très, très, très rapidement. Voilà, c'était mon petit message. On revient sur la présentation. Donc, on va voir les marchés. Alors, on va, comme à l'accoutumée, donc le SP500, le Dow Jones, le Nasdaq 100, le Russell 2000, hein, et donc la comparaison des 4 indices. Bon. Alors, je vous rappelle que pour ceux qui font des options, autant au jour d'aujourd'hui, même on a du mal pour un particulier résident en Europe, donc de pouvoir acheter directement, par exemple pour faire des covered calls, hein, j'achète par exemple 100 SP500, SPY, et je vends donc des calls, donc de telle sorte d'avoir donc un récurrent qui rentre, donc voilà, un revenu si vous voulez, on va appeler ça comme ça. Bon, pour l'instant, non. Par contre, les options, oui. Donc ceux qui font des options, eh ben ils peuvent continuer à traiter donc les indices à travers des ETF, ça ne pose aucun problème. Voilà. Alors on revient sur les graphes. Alors, on va commencer déjà par le premier, le SPY. Voilà. Tac. Donc on va le regarder donc pratiquement depuis un an. Donc vous voyez comme quoi, j'en ai déjà parlé, on est toujours dans ce canal. Bon, sauf que on a cassé ici la SMA 10. Bon, c'était le 15 juin.
Bon, alors que, bon, auparavant, vous voyez, hein, quand je vous en avais parlé, donc le 8 juin, bon, bah voilà, oui. Bon, bah là, il y a eu un changement. Est-ce qu'on est en phase de retracement? Certainement. Est-ce que la SMA 50 va servir d'aimant? De toute manière, les probabilités sont là, voilà, puisque on est sous la SMA 10 et que la SMA 10 commence à s'incurver. Alors, à moins qu'il y ait la super nouvelle du siècle, hein, comme quoi il n'y a plus de guerre économique, tout va bien, et que, bah voilà, peut-être on repassera au-dessus et qu'on ira tester de nouveau donc le haut du canal. Bon, et avoir surtout dépassé le plus haut d'ici. Voilà, donc ça aussi, ça fait partie des zones donc de résistance à suivre, à suivre. Vous voyez que là, on a essayé de s'en approcher, mais on l'a pas cassé. Bon, le dia, même chose. Alors, même chose, sauf que là, sur le dia, on a cassé la SMA 50. Alors, la guerre économique, faut voir hein, effectivement hein, donc tous les éléments qui composent le Dow Jones, toutes les sociétés sont des grosses sociétés du type industriel, etc. Et donc il y a peut-être une crainte de l'activité de ces grosses sociétés, donc à l'international, si chacun va imposer des taxes, des droits de douane, etc., etc. Donc le marché est sous la peur, et la crainte, etc. Donc ce qui explique en tous les cas le comportement du Dow Jones. Voilà, donc le Dow Jones a cassé la SMA 10 et là on vient de casser et clôturer sous la SMA 50. Et là, vous avez la SMA 200 qui fait coucou. Elle va certainement jouer son rôle ici de support. Alors, est-ce qu'on rebondira? Est-ce qu'on repartira à la baisse? Puisqu'on a ici un canal, donc le bas du canal. C'est les jours, sincèrement, c'est les jours qui vont me le dire. Sincèrement, je suis incapable de vous dire et les marchés font ce qu'ils veulent. Donc, moi, je peux vous dire plein de choses, vous sortir la boule de cristal, mais ça sert strictement à rien. Voilà. Et puis, le dernier, hein, non, l'avant-dernier, le QQ, voilà. Alors, le QQ qui donc le Nasdaq 100, donc effectivement, on en avait parlé au mois de juin, voilà, tac, on avait cassé le haut donc du canal, vous voyez, donc qui servait ici de résistance, et puis voilà, la tendance elle commençait à partir, et je vous avais dit un QQ était à suivre et qui faisait un plus haut historique. Bon, donc c'était un des deux indices qui tirait le marché. Bon, on a eu du retracement, on est revenu tester donc le haut du canal, ok, qui a servi ici donc de support, on a rebondi, et puis pof, vendredi, on a recassé donc sous la SMA 10. Alors, est-ce que le haut du canal va servir de nouveau donc de résistance, de support plutôt, excusez-moi, c'est les jours qui vont me le dire. Même si la tendance de la SMA 50 est bonne, puisque vous voyez quoi, j'en avais déjà parlé. Donc après une période plate, on est parti ici donc vers le nord. Bon, et que la SMA 200 est toujours dans la bonne direction. Ouais, mais en tous les cas, je suis prudent. Voilà. IWM, qui est le deuxième indice qui a tiré le marché pendant quelques temps. C'est pour ça que si vous voulez avoir une vision très long terme aujourd'hui, je sais pas. Moyen terme, court terme, oui, ça c'est ce que je fais. C'est ma psychologie à moi. Mais c'est vrai que vous dire comme quoi dans un an on sera là, aujourd'hui incapable. Voilà, donc c'est pour ça que pour ceux qui font des options, méfiez-vous. Ne prenez pas des positions très long terme, sauf si vous voulez acheter un call, etc. Et que bon, vous voulez pas être influencé par la valeur du temps. Mais en tous les cas, bon, méfiez-vous. Alors, IWM, je vous avais dit comme quoi on avait déjà cassé, donc courant mai, les plus hauts historiques, on avait cassé le plus haut du mois de janvier, donc 2018, et que là, le trend, il était quand même très clair, puisque effectivement la SMA 10 servait de fil conducteur, la SMA 50 avait pris la bonne direction, et que la SMA 200, voilà, elle nous dit ce qui se passe sur les marchés. Mais en tous les cas, vendredi, on a clôturé sous la SMA, donc sous la SMA 10. Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Je sais pas.
Étant donné les quatre indices me disent un peu la même chose, donc c'est pour ça que je suis un peu prudent. Voilà. Donc les jours vont venir, on verra ce qui se passe, mais en tous les cas, si moi personnellement j'avais des positions sur IWM, autant vous dire comme quoi j'en ai plus. Voilà. Analyse donc des volumes. Alors, on revient sur la présentation. Alors, analyse des volumes. Alors, les volumes, donc ça c'était à la clôture donc, de vendredi soir, à 22h, bling bling. Donc c'est le cours de clôture sur les 4 indices, ok. Ici, on a l'évolution en pourcentage de la journée. Donc vous voyez comme quoi ceux qui étaient, on va dire, leaders en termes d'indices, et vendredi, on clôturait plus bas. Bon, alors que les autres qui étaient un peu en retard, bon, il y a eu une petite réaction. Par contre, ça c'est sur une semaine, donc 5 jours de trading, ok, voilà, donc on a moins 2 sur le Dow Jones, qui a été énormément impacté par tous les bruits, toutes les informations qui peuvent circuler sur la... Bon, voilà. Le SP500 donc a décliné donc de pratiquement 0,9%, 0,9 hein, et 1% pour QQ et pratiquement à l'équilibre pour le Russell 2000. Bon. Et ça, ce sont les volumes. Les volumes donc ont tous baissé hier, sauf donc sur IWM. Alors, est-ce que IWM va se reprendre? Je sais, sincèrement, on verra bien. Donc là, c'est la journée du vendredi. C'est donc est-ce qu'on est en phase d'accumulation ou de distribution. Il n'y a que donc le Russell 2000 hein, parce qu'il y a une légère baisse avec une augmentation de volume qui est en phase de distribution. Bon, et ça c'est sur 2 semaines donc de cotation, 10 jours. Donc la distribution donc entre accumulation et distribution, pas la répartition. J'enlève le mot distribution, c'est la répartition entre accumulation et distribution. Où on voit que sur les 4 indices ici, on est principalement en distribution. Bon, ça veut dire que les cours ont souvent baissé avec une augmentation de volume. Bon, donc ça peut indiquer comme quoi il pourrait se passer quelque chose. Je dis il pourrait se passer quelque chose. Et seul le Russell 2000, il y a un équilibre entre accumulation et distribution. Alors, est-ce qu'il va continuer et rester le leader? En tous les cas, pour l'instant, c'est le leader. Ok? Parce que si on voit maintenant les graphes, voilà. Si on vient ici, donc là, je vous ai mis, on va commencer ici. Donc ça, c'est la comparaison des 4 indices, hein, donc représentés par les 4 ETF, ok. Donc SPY, le DIA, le QQ et l'IWM. Donc on va se mettre d'abord sur 6 mois. Voilà, on y était déjà. Et vous voyez le premier quand même, sur 6 mois, je dis bien sur 6 mois, c'est QQ. Donc avec, allez, j'arrondis, pratiquement 12%. Le deuxième, c'est le Russell 2000. Bon, d'accord. On l'a évoqué, c'était vraiment un indice à suivre. Voilà, prendre des positions, même si ce sont des positions à très court terme. Mais, comme je vous l'ai déjà dit, il faut être opportuniste. Ensuite, le troisième, c'est bien le SP500. Et le tout dernier, avec pratiquement 0,3% hein, sur 6 mois, c'est le Dow Jones. Si maintenant on regarde sur un temps plus court, sur 3 mois. Et sur 3 mois, vous avez donc le premier qui est toujours le Russell 2000. Le deuxième, QQ, et c'est pour ça que quand on s'est vu la dernière fois, je vous ai dit comme quoi c'était les 2 indices qui tiraient le marché. Pour l'instant, ça continue. Ok, même si on a une phase de déclinaison ici. Bon, pour ça qu'il faut être, faut faire attention. Voilà. Donc le troisième, le SP500, ok, avec donc sur 3 mois les 4,67%. Et puis ici, donc, toujours le dernier, le Dow Jones, donc le dernier, hein, même sur 3 mois, donc, qui est uniquement à plus 3,14%. Bon. Alors, est-ce qu'il faut
être alarmiste. Bon, faut faire, je dirais, il faut faire attention. C'est-à-dire que il risque peut-être d'y avoir du retracement. Donc soyez, je me répète, hein, mais sincèrement, je vous dis le fond de ma pensée. Alors, on avait vu, on revient sur la présentation, voilà. Le 8 juin, on avait vu donc, moi, ce que je regardais, c'était IWM, XLU, XLF, en termes de secteur, donc les utilities et ici les financières, et je vous avais dit également, il y avait un sous-secteur, donc ce qu'on appelle une industrie, donc adossé au transport, Dow Jones, donc Transportation, donc et IYT. Alors, on revient sur, voilà, on va commencer donc par IWM qu'on vient juste de voir, hein, mais je le remets, puisqu'effectivement, il y avait une très très belle opportunité, ok, c'est-à-dire que, même si vous allez me dire, c'est pas énorme, ok, mais en tous les cas, en fonction du produit sur lequel vous allez vous positionner, ok, et ben, ça valait le coup de prendre des positions. Et que pour ceux qui ont vendu, par exemple, au moment où on a cassé, puisqu'on a fait également d'autres lettres, hein, on avait cassé le plus haut, on pouvait se permettre de vendre des puts, ok, mais d'une façon modérée. Il faut faire attention à la marge, surtout si jamais la volatilité remonte et à la vitesse grand V. Mais en tous les cas, on pouvait également racheter ces positions de vente, ok, et prendre le différentiel. Voilà. Bon, bien, bah, utiliser un produit type ETF, donc en termes d'achat, ou bien même ce que j'ai fait, et j'ai pas de honte, hein, après chacun fait comme il veut, de prendre donc un ETF 3 fois sur IWM, voilà, donc sur le Russell 2000, et puis de suivre la tendance. Et puis à un moment donné, bah, quand on voit comme quoi on commence à jouer avec la SMA 10, et ben je prends mes gains et puis tout va bien. Voilà, terminé. J'avais évoqué également XLU. Alors XLU, qui est typiquement un secteur qui, je me répète encore une nouvelle fois, donc où on vient se réfugier en cas de peur ou de doute. Donc après, bah vous voyez, c'est passé, donc voilà, donc bon. Mais là, je dirais comme quoi il a tendance à se réveiller un peu. Alors, est-ce qu'il faut prendre position? Est-ce qu'il fallait prendre position? J'en avais parlé donc au début de juin, où effectivement on avait vu comme quoi on venait s'appuyer sur le bas du canal. Et que après, bah, on a cassé, vous voyez, donc la SMA 10, on vient de casser la SMA 50, ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle une phase de recovery, c'est-à-dire que le cours a clôturé en dessous de la SMA 200, mais la SMA 200 est au-dessus de la SMA, donc 50. Et le cours a clôturé au-dessus de la SMA 50. Bon. Alors, et en même temps, la SMA commence un petit peu, donc, à s'aplatir. Alors, est-ce que le cours va venir de nouveau tester la SMA 200? Oui, peut-être, peut-être. Mais en tous les cas, c'est un secteur à suivre. Voilà. Et on revient, je vous l'avais déjà expliqué, ok, sur du très 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 long terme. Et ben sur du très très long terme, ben voilà. Donc si vous voulez, il y a quand même une tendance de fond qui est bien dessinée. Et de temps en temps, il faut être opportuniste. Vous voyez, je me suis mis ici, chaque chandelle donc vaut une semaine de cotation. Donc ici, je remonte le temps, ben, vous voyez comme quoi la tendance, elle est quand même bien définie depuis ici 2009. Alors, bien entendu, c'est pas un secteur sur lequel on va se faire le plus d'argent, c'est-à-dire où l'accélération, la progression, c'est une fusée. Non. Mais par contre, je dirais, c'est un secteur secure. Voilà, tout simplement secure. Alors pour l'instant, pour prendre des positions, bah, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai peut-être pris donc directement l'ETF et puis après, j'augmente mes positions jusqu'au moment où j'ai suffisamment de stock pour pouvoir vendre des calls en covered call. Hein, à chacun de faire ce qu'il veut. La seule chose que je
peux vous dire, c'est que pour l'instant, prendre une position, c'est peut-être un peu tard, puisqu'ici, on a une zone, je dirais, de résistance, voilà, et ici, on en a une autre. Par contre, si on casse ces deux résistances, et qu'ensuite, on vienne casser la SMA 200 avec confirmation, bah, c'est peut-être un secteur où on va pouvoir revenir. Voilà. J'avais évoqué XLF, donc les financières. Les financières qui, jusqu'à présent, bah, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est pas le truc qui s'est le plus réveillé. Bon, là, on avait évoqué qu'on avait rebondi, donc on revient au mois de juin, donc au 8 juin, où je vous en avais parlé, je vous avais dit qu'on pouvait prendre position que du moment où on avait cassé ici, cette zone de résistance. Bon, bah, tout compte fait, on est venu juste en dessous et on est reparti à la baisse. Et que là, on va certainement revenir tester encore pour la énième fois cette zone de support. Et là, effectivement, ça fait quand même un paquet de fois qu'on teste cette zone de support. Donc, je peux vous dire que ce support est quand même bien confirmé. Alors effectivement, on peut repartir à la hausse, donc rebondir, ou on peut définitivement la casser. Et là, ce sera également révélateur parce que casser une zone de support qui a été confirmée plusieurs fois, c'était quand même un message très fort. Donc à suivre. Bon, donc pour l'instant, les financières, je dirais à suivre, même si beaucoup vous disent que les taux d'intérêt, s'ils remontent, vont faciliter la tâche des banques, etc. Surtout que là, XLF, c'est quand même des grosses banques. Hein. C'est pas des banques de détail donc du coin où voilà, c'est quand même des grosses banquières et qui travaillent quand même énormément à l'international. Et celui que j'avais cité également, c'était le transport. Alors le transport, je vous ai expliqué, on avait ici une zone de congestion, voilà, où les courses se baladaient, et qu'on l'avait cassé, et on était venu ici plusieurs fois, donc rebondir sur le haut du canal. Ok, bon. Et même si on avait des flamèches qui dépassaient, mais ça c'est ce qu'on appelle un peu la chasse au stop, donc il faut se méfier. Et puis, le cours, il est reparti, voilà, tac, et puis, voilà, donc, on est revenu casser la SMA 10, et que, là, les cours de clôture sont de plus en plus bas, ok? Donc, et là, on est venu tester de nouveau, maintenant, cette zone de support. Est-ce qu'elle va jouer son rôle? Est-ce qu'on va pas être attiré par la SMA 50? C'est le temps qui va me le dire. Donc c'est pour ça que là on est un peu en phase de point d'interrogation, parce que c'est vrai que pour que ça continue de monter, il faut quand même qu'il y ait du retracement. Vous voyez, là ça monte, il y a du retracement, on repart. Bon voilà. Là on a quand même bien monté. On aurait pu monter plus haut, mais bon, ça, si vous voulez, les arbres, comme je dis si bien, ne montent pas directement au ciel, quoi. Voilà. Donc là, c'est peut-être juste une phase de retracement, mais méfiance, méfiance. Alors les secteurs ou sous-secteurs à suivre. Donc, alors j'en ai retenu, vous voyez, c'est pas compliqué, j'en ai retenu 3. Alors, 3 pour la simple unique raison. Alors celui-là, on va pas le voir sur le graphe, mais les deux ici, parce que je reviens sur la comparaison des secteurs. Donc ça, on va se positionner déjà, donc c'est la roue sectorielle, sur 6 mois. Donc vous avez tout ici, les secteurs composant la roue sectorielle. Sur 6 mois, on a toujours en premier X à Y, les cyclicales. On a en deuxième la technologie. On a ici l'énergie. On a ici la santé, qui a repris un peu de Paul. Voilà, j'en avais parlé. Ici, on a les utilities qui se réveillent bien.
Ici, on a les XLB, donc les matériaux de base, bon, qui, pour l'instant, stagnent, on est négatif, mais oui, la courbe en verte ici, bon, pour l'instant, depuis un certain temps, ça stagne, ok. On va en haut, on descend en bas, bon, pour l'instant, on peut pas dire comme quoi ce soit le secteur qui est super fort. Vous avez les financières, et on vient d'en parler, donc, pour l'instant, ça bouge pas beaucoup, on monte un peu, on descend. Donc c'est pas le truc le plus top actuellement à suivre. Donc même si on dépasse, bien sûr, la zone de résistance, donc là ça changera peut-être un peu la donne. Les industriels, bon, même chose, j'en avais parlé à un moment donné, et les industriels n'ont pas été le secteur, si vous voulez, escompté en termes de performance. Bon. Et ici, on a les télécoms. Bon, les télécoms, c'est le truc qui descend depuis un temps certain. Bon. Et ici, on a XLP, ce que j'appelle moi les couches culottes, les Consumer Staples, qui, oui, comme quoi depuis un certain temps, ça s'est réveillé et que ça continue à monter. Donc pour l'instant, par rapport au comportement de tous les autres indices, il n'y a que 2 indices sectoriels qui montent malgré le comportement des indices, c'est XLP et ici les utilities. C'est pour ça que je reviens sur ma présentation, que je veux voir de XLU et XLP. On va les voir en détail. Et le petit troisième, c'est le pétrole, le WTI. Donc, qui est un ETF ici, c'est USO, qui est adossé donc au WTI, puisque bon, on peut le traiter, le WTI, qui est l'indice pétrole US, donc à travers des futurs. On peut avoir des options sur futurs. Bon, je me suis un peu amusé là-dessus, maintenant ça m'amuse plus du tout, donc je ne travaille plus les futurs. C'est moi. Après, il y a ceux qui vont travailler sur des options basées sur des futurs. Moi, non. Donc, on va voir le premier. Donc, XLU. Alors, XLU, on vient de le voir. Donc, pour l'instant, je dirais qu'il faut attendre. Moi, j'ai pris position là. Je dirais que c'est un secteur à suivre. À suivre parce que si jamais il y a une augmentation de peur, de doute, c'est un secteur qui, puisqu'on est dans le bas du canal, qui risque de repartir, comme je disais, non, mais en tous les cas, qui risque de repartir à la hausse. Donc, à suivre. C'est pour ça que je vous ai déjà parlé plusieurs fois de XLU. XLP. Eh bien, XLP, qui est du récurrent, c'est ce que j'appelle les couches culottes, et là, il vient de se passer quand même quelque chose d'important, et ceci il n'y a pas très très longtemps, puisque donc, vous voyez comme quoi, déjà le 8, mais ça nécessitait confirmation, et là, on a bien une confirmation, on est venu casser, donc à la hausse, donc la SMA, 50 jours. Alors, les deux SMA sont encore baissières, oui, effectivement, elles sont baissières, la SMA 200 ici et la SMA 50, qui va peut-être commencer à s'infléchir, à devenir plate et peut-être repartir à la hausse. Bon. Mais quoi qu'il en soit, depuis quand même quelques temps, on voit bien comme quoi la SMA 10 sert de fil conducteur. Donc ça veut dire que certains se réfugient sur les Consumer Staples, donc XLP, au cas où il puisse se passer quelque chose. Voilà, donc ça c'est aussi un secteur à suivre. Après, chacun est libre de faire, mais moi je vous dis simplement ce que j'ai vu. Voilà. Donc là aussi, c'est pas les trucs qui font gagner énormément d'argent, c'est pas de la biotech si vous voulez, mais en termes d'incertitude, c'est peut-être un secteur sur lequel il faut aussi se réfugier et puis maintenir en tous les cas des petits revenus ou simplement des gains peut-être plus limités mais qui sont bien là. Et si on regarde sur une tendance de fond, la tendance de fond, on voit bien que XLP,
monté, voilà, ok, les deux SMA, donc la 200 week, puisque là je me suis mis en week, hein, et ici la 50 week, bon, bah, était quand même bien montante, et puis que le fil conducteur, hein, la SMA 10 semaines servait, et puis là, bah, il s'était passé ce qui s'était passé, parce que simplement, XLP a suivi la tendance du marché, voilà, donc il y avait une forte baisse, et ben tous les secteurs, j'avais déjà évoqué, tous les secteurs avaient baissé, voilà. Mais depuis le mois de mai, et ben XLP a repris du poil de la bête, et que là, on vient tester la SMA, donc, qui est énorme, hein, 200 semaines. Alors on va peut-être la casser. Bon, eh ben c'est les gens qui vont me le dire. Et puis que là, on a rebondi dans une zone qui a servi ici de résistance et ici une zone de support. On a déjà testé, donc ici, hein, c'est une zone, hein, toujours que ce soit des supports ou des résistances, ce sont des zones. Ok, donc même si vous voyez les petites flamèches, les trucs, etc., ce sont des zones. Vous ne vous faites pas avoir par le bruit du marché. Voilà. Donc là, on a bien cassé la 10 semaines et là, bah, on a clôturé vendredi, fin de semaine, donc on est sous la SMA 200 semaines. Bon, et bah, wait and see, hein, comme on dit, wait and see. Et puis, le petit dernier, qui est l'USO. Alors ça, c'est très intéressant à suivre, parce que c'est vrai que si on regarde maintenant, vous voyez, je suis en daily. Donc le pétrole, donc le WTI, hein, qui est le pétrole donc coté sur le marché américain. Et là on a l'ETF, donc USO, hein, puisque je vous rappelle, on revient sur Fidelity, voilà, j'ai fait USO, le portfolio, composition, tac, et qu'est-ce qu'on voit? On est bien adossé sur ce qu'on appelle le light crude, voilà, oil, le WTI, ok, et là c'est 100%. Sauf qu'au lieu de jouer sur les futurs, on joue sur un ETF. Bon. Là, on avait un canal où le pétrole avait repris de la vigueur, voilà, donc on se baladait de temps en temps, on avait tort. Bon, peu importe, on était quand même dans un canal haussier. Et puis, on a eu tendance donc à casser par le bas, donc le canal, bon. Mais on est revenu tester des valeurs déjà, donc ici, de résistance, de support. Et puis là, ce qui s'est passé donc le vendredi, là, c'est très simple, on a cassé la SMA 10, la 5 et la SMA 50. Bon. Alors, on a ici un gap à combler, ici on a le haut du canal. Bon. Quoi qu'il en soit, me concernant, moi, j'avais déjà pris des positions sur l'USO. Voilà. Donc, soit à travers l'USO ETF, soit à travers, donc, vous avez OILU aussi, bon, un OILU, donc, qui est l'USO, mais en 3 fois, donc en ETF. Donc, ne faites pas ce que je fais. Je vous dis simplement ce que je fais. Donc là, effectivement, ce qui s'est passé vendredi, voilà, c'est intéressant. Alors, est-ce que ça va être confirmé, qu'on va continuer à... Peut-être. Mais là, il y a de nouveau une dynamique sur le pétrole. Et je vous rappelle que souvent, l'été, voilà, c'est parfois la bonne époque d'être sur le pétrole. Bon, parce que bon, même si on parle des énergies renouvelables, etc., mais enfin bon, le pétrole fait quand même tourner pas mal d'industries et fait avancer quand même encore pas mal d'automobiles, surtout aux États-Unis. Voilà. Donc voilà, donc les trois, et un peu, hein, parce que c'est vrai que le reste je suis assez prudent, donc les 3 ETF voilà, donc les 3 secteurs ou sous-secteurs à suivre. Bon, voilà. Donc c'était le billet donc numéro 8. Voilà, je vous souhaite en tous les cas une très bonne semaine de trading. J'espère que cette vidéo, et je pense qu'elle est longue, mais en tous les cas j'avais quand même pas mal d'informations à vous communiquer. Je vous dis à très bientôt. Au revoir les amis.